Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 2 en 1. Ça sera dans un premier temps un épisode des lectures en cours qui sera assez bref puisque je n'ai que 6 mangas à vous présenter. Et dans un second temps, je vous ferai une présentation d'une nouveauté à paraître cette semaine. Il s'agit du premier tome de L'Enfant et le Maudit que j'ai reçu en service presse, que j'ai lu dans la foulée et vraiment je n'avais pas envie d'attendre le book haul du mois de mars pour vous en parler, sachant en plus que je n'ai toujours pas tourné mon book haul du mois de février et vraiment il fallait absolument que je vous parle le plus rapidement possible de cette petite pépite. Donc si mon avis au sujet de ce tome 1 vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je commence donc par l'épisode des lectures en cours qui, comme je l'ai dit, sera assez bref puisque je n'ai lu que 6 mangas dernièrement. Donc il y aura 2 shoujo, un shonen et 3 seinen. Je commence comme d'habitude avec les shoujo et ça sera avec le 8e tome de Reruelo de Tokominami publié chez Delcourt Tonkam. Donc la série est terminée en 11 tomes et je n'ai pas trouvé la date pour la sortie du tome 9 en France. Alors dans ce 8e tome, Ririko fait la connaissance de Etsuko qui est la femme de ménage de la famille Suo, donc de Minato. Et elle va se sentir un petit peu en rivalité avec cette femme à un moment donné, même si la rivalité ne va bien évidemment pas durer très longtemps. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans ce tome 8, si ce n'est qu'à la fin du tome 8, nos deux protagonistes vont enfin avoir leur premier rendez-vous. C'était le truc qui semblait complètement impossible vu tous les événements, toutes les péripéties qui se sont mis en travers de leur route et qui ont fait que finalement ils ont pas mal galéré à se mettre en couple. Il y a encore une fois beaucoup d'humour, les personnages sont très attachants, mais ça reste un shoujo somme toute assez classique qui n'a pas grand chose de bien original. Donc je continuerai la série jusqu'au bout. À un moment donné j'ai pensé à l'arrêter, mais finalement voyant qu'il ne restait que 3 tomes à sortir, je me suis dit bon, on va la lire jusqu'au bout parce que c'est quand même assez mignon. Donc voilà, un avis globalement positif au sujet de ce 8e tome. Second et dernier shoujo de cette vidéo, et là par contre c'est un gros coup de cœur, il s'agit du 7e tome de Kiss Him Not Me de Junko. C'est également publié chez Delcourt Tonkam. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 11 volumes de parus. Le tome 8 sortira le 15 mars, donc la semaine prochaine, le tome 9 le 10 mai et le tome 10 le 5 juillet. J'ai adoré ce 7e tome de Kiss Him Not Me, j'ai mis pas mal de temps à le lire puisque voilà, le tome 8 sort la semaine prochaine. Quand vous voyez cette vidéo, moi c'est dans 2 semaines au moment où je vous tourne cette vidéo et j'ai vraiment trop hâte d'en découvrir la suite. C'est vraiment une série coup de cœur depuis le départ. Donc dans ce 7e tome, on a toujours nos 4 protagonistes masculins qui tournent autour de Kae et qui tentent de gratter des points auprès de la jeune femme, et on va avoir notamment une scène où ils vont tous se retrouver sur une île hantée et c'était vraiment super drôle puisqu'on part un petit peu dans un registre très what the fuck avec des fantômes et c'était vraiment excellent. Il y a encore une fois beaucoup d'humour. Les personnages essayent de se rapprocher de Kae à leur manière. Certains sont un peu plus entreprenants que d'autres et la jeune fille est de plus en plus troublée, mais elle n'arrive toujours pas à se décider pour l'un des jeunes hommes. Une série que je vous recommande si vous voulez vous prendre des barres de rire, un shoujo en toute détente et vraiment pas prise de tête. Un gros coup de cœur, voilà. Sincèrement, je sais qu'il y a un anime, mais j'en reste à la version papier qui est pour moi très bien. Voilà, encore une dernière image pour vous montrer à quel point c'est super drôle. Donc gros coup de cœur pour ce 7e tome, je vous recommande toujours autant la série. Je passe à présent au seul shonen de cette vidéo. Il s'agit du 19e tome de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi publié chez Akata. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 32 tomes de parus. Le tome 20 est annoncé pour le 23 mars, mais il me semble qu'il est repoussé d'une semaine. Je vous mettrai une annotation quelque part si c'est bien le cas. Le tome 21 est annoncé pour le 11 mai et le tome 22 pour le 6 juillet. La série est toujours aussi prenante. On pourrait penser que ça s'essouffle assez rapidement puisqu'en fait c'est une histoire d'une évasion qui dure depuis déjà pas mal de tomes, mais c'est tellement intéressant et il y a tellement de rebondissements dans ce 19e tome. C'est la fin des préparatifs pour l'évasion de Riku et ses amis. C'est les dernières galères, les derniers coups de chaud aussi, parce que sincèrement jusqu'au bout on a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut faire échouer toute l'évasion. Renoma et ses amis vont trouver des solutions, ils ont l'air d'avoir pensé strictement à tout, à des choses que même nous en tant que lecteurs on n'aurait pas pensé, eux ils y ont pensé. Il est sous-entendu que le 20e tome sera celui de l'évasion et j'ai franchement hâte de voir ce que ça va donner parce que à mon avis ça ne va pas s'arrêter là. Comme je viens de le dire, il y a déjà 32 tomes de parus, donc si les héros arrivent bel et bien à s'échapper, il va se passer bien évidemment beaucoup de choses encore. Et je vous recommande absolument cette série si vous cherchez justement un shonen avec pas mal de violence. Par contre, il n'est pas spécialement marqué pour public averti, mais il est tout de même assez violent. Il est excessivement prenant et surtout chaque tome est bourré de rebondissements et il y a beaucoup de suspense.
Donc une excellente série que je vous recommande absolument si vous ne la connaissez toujours pas. J'attaque à présent la partie seinen de cette vidéo avec le second tome de Perfect Crime de Aratami Atsuki et Yoya Kanzaki. C'est publié chez Delcourt Tonkam. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 3 est annoncé en France pour le 7 juin. Mais très sincèrement je ne sais pas si j'achèterai le troisième tome. Tout simplement parce que ce second tome ce n'est pas réellement un flop, mais ça n'a pas non plus été une très bonne lecture dans le sens où il ne se passe pas grand chose de plus comparé au premier tome. L'histoire n'avance pas du tout. On est sur le même schéma que le premier tome, c'est-à-dire une succession de missions que va faire Uzobuki, c'est-à-dire qu'à chaque fois il est dans une histoire différente où un protagoniste va lui demander d'exécuter une autre personne pour telle ou telle raison. Et comme je l'avais dit au sujet du premier tome, à chaque fois on a un retournement de situation à la fin du chapitre qui est assez répétitif, et quand on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, bien finalement on se rend compte que l'auteur est toujours sur le même schéma narratif et c'est assez ennuyeux. Pas grand chose d'autre à vous en dire parce que concernant le personnage de Uzobuki, je pensais sincèrement qu'on allait en savoir un petit peu plus. Ce n'est absolument pas le cas. Petite chose redondante dans ce second tome par rapport au premier, c'est qu'on a encore une fois des scènes de viol que je trouve complètement inutiles, et voilà, on n'a absolument pas besoin de ça dans ce genre d'histoire. Donc bon, j'ai vraiment pas trop aimé ce second tome. Le premier tome déjà, comme je vous l'avais dit dans le book haul du mois de janvier, j'étais vraiment très hésitante quant au fait de continuer la série. J'espère qu'on verra quelque chose avec la luminosité. Si j'ai changé de cadrage pour cette vidéo, c'est simplement parce qu'aujourd'hui il fait très très sombre, il pleut. Du coup je me dis qu'en étant près de la fenêtre vous verrez un petit peu mieux. Bref, on s'en fout. Donc concernant Perfect Crime, vraiment j'hésite à continuer la série. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous avez aimé ce second tome ou pas. Je vais conclure cette vidéo uniquement avec des coups de cœur. Donc je vais tout d'abord vous parler du 11e tome de Prison School de Akira Ilamoto. C'est publié chez Soleil Manga dans leur collection Seinen. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 24 tomes de parus et la couverture du 24e tome est vraiment sublime. Le 12e tome est annoncé en France pour le 19 avril. Prison School, c'est une série coup de cœur, chouchoute depuis le départ. C'est un univers qui est très particulier, avec un humour qui est très pervers et qui peut ne pas plaire à tout le monde, et qui d'ailleurs est pour public averti, puisqu'on a des scènes assez what the fuck et assez dénudées, ce genre de choses, et un humour encore une fois qui est très pervers. Donc c'est vraiment pas une série que je vais conseiller à tout le monde, mais pour celles et ceux qui ont apprécié le début de la série, vraiment la série continue sur quelque chose de très 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 positif. Dans ce 11e tome, on a finalement la confrontation entre le conseil clandestin qui est déchu et le conseil officiel, donc les délégués officiels, qui vont en fait simplement se venger de ce conseil clandestin. Et on se rend compte que les rancœurs datent de l'enfance de ces protagonistes, notamment ce personnage là qui est un personnage excessivement sadique. Donc on avait un flashback au sujet de toutes nos déléguées que l'on voit ici dans le tome précédent, et le flashback continue au début de ce 11e tome. Donc on les voit plus jeunes et on comprend que certaines d'entre elles subissaient des brimades et une fois adultes ont complètement changé. Et en fait, ce que vont subir le conseil clandestin dans ce 11e tome, c'est vraiment terrible, puisqu'en fait elles vont être séparées, elles vont être vraiment dans des conditions, je ne dirais pas aussi terribles que ce que les garçons avaient au début du manga, mais c'est vraiment pas cool du tout. Il y a par contre une bonne scène hyper drôle au milieu de ce tome 11 avec les garçons justement, avec un humour, c'est très particulier, c'est très what the fuck, c'est une vision de la drague très particulière, mais j'ai adoré ce passage puisque c'est vraiment un humour qui est propre à ce manga. Donc vraiment, vous pouvez passer complètement à côté et ne pas du tout apprécier, mais personnellement j'adore. Par contre, oui, il y a pas mal de côtés un petit peu, vous en doutez, et cheap. Donc si c'est quelque chose qui vous rebute, bien évidemment que je ne vais pas vous conseiller ce manga. Je vous cherche une scène justement pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne du côté des dessins. Franchement, c'est un titre que j'adore et que je ne peux que vous conseiller, mais c'est très particulier. Je préfère insister sur le côté particulier parce que je sais pertinemment que c'est le genre de titre qui ne plaira pas à tout le monde. Mais si vous êtes fan d'univers décalé, avec quand même pas mal de suspense et de rebondissements dans ce 11e tome, parce qu'en fait, on fait croire quelque chose aux personnages pendant une bonne partie du tome, et à la fin on se rend compte qu'on les a juste complètement bernés, et la fin de ce tome promet quelque chose d'assez sombre par la suite,
qui va être aussi à mon avis assez drôle. Donc vraiment une très très bonne lecture et je vous recommande absolument la série si vous êtes passé à côté. Dernière suite de série avant de passer à la nouveauté, je vais vous parler du second tome de Somali et l'esprit de la forêt de Yakoku Reishi et c'est publié chez Komiku. Donc la série est toujours en cours au Japon, le troisième tome paraîtra ce mois-ci au Japon, il doit sortir il me semble le 20 mars, nous n'avons pas la date pour la sortie de ce troisième tome en France, mais connaissant Komiku, je pense qu'on l'aura cette année. Alors ce second tome de Somali et l'esprit de la forêt est un immense coup de cœur, sincèrement, je trouve ce second tome supérieur au premier et pourtant j'avais adoré le premier tome. Je vous mettrai le lien de la vidéo de présentation du premier tome que j'avais faite dans la barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous cherchez un avis sur le début de la série, mais ce second tome est un poil au-dessus du premier. J'avais un petit peu peur que ça stagne puisque le premier tome était vraiment l'image d'un manga contemplatif, c'est-à-dire dans lequel il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action, on est globalement sur du tranche de vie fantastique, et là on a quelque chose de plus. Le golem, il ne se contente plus d'être en arrière-plan, à un moment donné on va voir la véritable force du golem, le véritable intérêt du golem, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce second tome, c'est qu'on va avoir toute une histoire qui va être racontée par une vieille sorcière. Donc les sorcières, c'est des personnages qu'on rencontrait dans le premier tome, et j'ai adoré cette histoire parce qu'en fait cette histoire qui date de je ne sais combien de milliers d'années, finalement, de centaines d'années plutôt, fait écho à l'histoire actuelle de Somali et du golem et on se rend compte que le monde n'a pas vraiment évolué à l'heure actuelle. J'ai adoré ce second tome, l'univers est vraiment merveilleux, on a une page couleur au début du tome, je ne sais pas si on verra grand chose mais je vous conseille d'aller le feuilleter en librairie parce que du côté des dessins, c'est vraiment dingue. Donc là, on retrouve les poissons dévoreurs de livres que l'on voyait sévir à la fin du premier tome. Enfin, c'est pas un gros spoil, c'est juste qu'il y a des poissons qui sont très méchants, qui s'en prennent aux sorcières, mais qui surtout bouffent les livres. Et c'est assez problématique parce qu'en fait, ils vont essayer de bouffer le livre que le golem était justement venu chercher puisqu'il est toujours en quête de réponse. Donc ça, je vous en dis pas plus. J'essaie de vous montrer le gros poisson. Les dessins sont genre complètement dingues, ça fourmille de détails, les planches sont vraiment très belles. Quand ils arrivent par exemple dans la Fourmilière, qui est une ville vraiment qui fourmille de petites rues, où ils vont rencontrer le personnage de Kikila, donc des créatures encore une fois fantastiques. Et vraiment c'est un manga tout plein de magie, de fantaisie, qui est genre tout cocooning, mais qui est beaucoup moins contemplatif que le premier tome. Il y a beaucoup plus d'action, ça avance beaucoup plus, et on sent que c'est un manga qui sera pas non plus trop long. Sincèrement, je ne pense pas qu'il fera plus de 10 tomes, on sent que c'est pas un manga qui va non plus durer trop longtemps. L'épisode des lectures en cours est à présent terminé, je passe à la présentation du premier tome de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, publié chez Komiku. Donc il s'agit d'un shonen de genre fantastique suspense qui compte 3 tomes toujours en cours au Japon. Donc ce premier tome est à paraître le 9 mars, théoriquement la semaine où je mets en ligne cette vidéo. Le second tome est annoncé pour le 11 mai et sachez que les tomes sont vendus au prix de 7,95 €, que ce premier tome est vendu sous plastique accompagné d'un petit badge de The Ancient Magus Bride, et si vous achetez le 6e tome de The Ancient Magus Bride à paraître également cette semaine, vous aurez également un petit badge, mais cette fois-ci un badge de L'Enfant et le Maudit, et vraiment je trouve que c'est une opération commerciale fort sympathique, mais qui aura troublé pas mal d'entre vous, puisqu'en fait j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux de ce premier tome quand je l'ai reçu, donc en service presse de la part des éditions Komiku, et vous avez été plusieurs sur Instagram, Facebook, Twitter à me demander quel était le rapport entre les deux séries, si c'était du même auteur, si les deux séries avaient un quelconque rapport au niveau de l'histoire. Nagabe n'a absolument pas fait The Ancient Magus Bride, qui est une série de Kore Yamazaki. Au Japon, en fait, les deux séries sont pré-publiées dans le même magazine. En France, elles sont publiées dans la même maison d'édition. Et le seul point commun finalement qu'on a, c'est l'atmosphère des deux séries qui sont assez similaires. Mais après, c'est une série que je rapproche également un petit peu de Somali et l'esprit de la forêt, tout simplement parce qu'en fait, on retrouve le côté très sombre et sans pitié de The Ancient Magus Bride avec une magie qui est vraiment très dark, avec le côté relation atypique entre deux personnages qu'on a dans Somali et l'esprit de la forêt. Donc on n'est pas sur tout à fait la même relation, c'est quand même assez différent, mais les deux mangas se ressemblent un tout petit peu, sachant que celui-ci est un peu contemplatif tout de même. On n'est pas sur un truc dans lequel il y a trop d'action, comme les deux autres séries que j'ai citées finalement. On est dans un monde où il y a deux pays, le pays de l'intérieur et le pays de l'extérieur. Dans le pays de l'intérieur, il y a les humains lambda, normaux,
voilà, dans un univers un petit peu du style d'ailleurs époque Moyen-Âge, quelque chose comme ça. Et dans le monde de l'extérieur, eh bien on a les êtres maudits. Donc les maudits, ce sont des êtres noirs comme celui-ci. On ne sait pas trop ce qui a causé cette malédiction. Il y a une hypothèse qui est avancée à travers une histoire qui va être racontée donc au petit personnage que vous voyez ici, donc c'est Shiva. On lui a toujours raconté la même histoire de pour comment les maudits sont arrivés finalement sur Terre. C'est une histoire du style un petit peu mythologique, donc je vous laisse le découvrir avec la lecture de ce premier tome. Mais vraiment on ne sait pas si c'est sincèrement ce qui s'est passé ou pas. On va suivre l'histoire de ces deux personnages, donc Shiva qui est une petite fille qui a été abandonnée sauf qu'elle ne le sait pas. Et ce grand monsieur qu'on va appeler le maudit, qu'elle appelle le professeur, on ne sait absolument pas comment il s'appelle. On suppose qu'il était médecin avant de devenir maudit, mais on ne sait pas du tout comment il s'est retrouvé dans cette condition de maudit. Et en fait, ils ont une relation un petit peu, comme je l'ai dit, à cette manière-là, c'est-à-dire de père adoptif et de fille. Le truc, c'est qu'en fait, en étant maudit, il ne peut absolument pas toucher Shiva, il ne doit surtout pas rentrer en contact direct avec elle, sinon ça la transformerait aussitôt en être maudit et en être monstrueux, et bien évidemment, il n'a pas du tout envie de ça. On comprend très vite que Shiva, c'est pas l'humain lambda du tout, voilà, c'est un petit peu comme Somali, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une histoire derrière, il y a un truc, c'est pas l'humain lambda qui est au milieu de l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin de ce premier tome, qui se termine dans un suspense de dingue, puisqu'en fait on a l'impression que tout bascule sur la dernière page du manga. Sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite, si justement le tome 2 va être un petit peu plus encore intense en révélation, mais la fin de ce premier tome était genre waouh. Je vous montre la page couleur qu'on a au début du tome. Il existe un extrait disponible en ligne, donc bien évidemment je vous le glisserai dans la barre d'infos si jamais cela vous intéresse. J'aime beaucoup le dessin de cette série. C'est un dessin avec des planches parfois très sombres et seul le petit personnage de Shiva ressort en blanc. Ouais, le personnage tout blanc dans cet univers très très sombre. Le professeur, c'est un personnage qui est très mystérieux, un petit peu à la manière de Elias dans The Ancient Magus Bride. C'est un petit peu le même délire de créature, qui est très bienveillant, qui va essayer de prendre soin de Shiva, et en fait il ne veut pas lui dire la vérité au sujet de sa famille, il ne veut pas lui dire qu'elle a été abandonnée, tout simplement parce qu'il n'a pas envie de la voir pleurer et qu'il ne saura pas gérer cette situation. Je vous montre ce que ça donne au niveau des dessins. On est après sur un petit peu du côté tranche de vie, puisqu'on va suivre leur quotidien à tous les deux dans un monde qui est vraiment divisé en deux. Et même eux ne s'approchent pas des maudits, puisqu'en fait il ne veut pas que Shiva soit maudite. Il ne va pas hésiter à la protéger des soldats notamment qui vont essayer de s'en prendre à elle. Et elle ne comprend pas pourquoi il y a tant de haine, qu'est-ce qu'elle a pu faire alors qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas maudite. J'ai franchement hâte qu'on découvre la suite de cette série. Donc une très très belle découverte que je vous recommande sincèrement. Si vous le voyez en librairie, bah du coup vu qu'il sera sûrement sous plastique, vous ne pourrez pas le feuilleter. Mais allez jeter au moins un petit coup d'œil à l'extrait disponible en ligne pour faire une petite idée sur les premières pages du manga. Un titre que j'attendais énormément et qui ne m'a pas déçu. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains des titres que j'ai présenté dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez lu dernièrement et si vous avez envie de vous procurer ce premier tome de L'Enfant le Maudit, s'il était déjà dans votre wishlist ou si peut-être vous le découvrez avec cette vidéo. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!